ces instants de bonheur, car au-delà d'être un formidable champion, c'est également un formidable bonhomme, ce Jackson. Voilà, c'est un type remarquable qui a commencé sa carrière internationale en 1990. Sa première sélection, c'était face à l'Algérie. Et puis depuis, il n'a plus quitté l'équipe de France. Bon, je pense qu'il doit beaucoup à Jean-Pierre Lepointe, qui l'a découvert au bataillon de Joinville, mais aussi à Daniel Costantini, qui a conduit sa carrière jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est pas terminé, parce qu'à mon avis, il n'arrêtera pas en 2001 comme il l'a annoncé. La paire d'arbitres qui a fait un petit peu de mal à l'équipe de France, qui a notamment désappointé votre jugement, également celui de Daniel Costantini, qui était toujours un petit peu aigri après la défaite d'un petit but, alors que Jackson Richardson, a priori, avait marqué un but tout à fait valable. Soit il y avait coup franc contre lui, soit il y avait pénalty, soit il y avait but, tout simplement. Voilà, c'est ça. Bon, il faut dire aussi que pendant 59 minutes, ces arbitres ont été irréprochables, donc on ne va pas les assassiner tout de suite. On va attendre leur prestation. C'était pour hier, hein, c'était le petit règlement de compte pour hier. Allez, direction le parquet de Paris-Bercy, et ensuite ce sera quasiment les vacances pour les internationaux français, à l'exception peut-être des joueurs de Chambéry, de Montpellier, qui ont encore une petite semaine de travail en musculation, et ce sera plutôt au soleil, car la météo s'installe très convenablement. Et ensuite, Jean-Louis, rendez-vous le 17 juillet à Vittel pour préparer la grande aventure olympique de Sydney. Là, il est certain que ça va devenir un peu plus sérieux à partir du 17 juillet. Sachant aussi que nos deux réunionnais, Patrick Casal et Jackson Richardson, quoi qu'il arrive, prendront l'avion mardi pour la Réunion. Et regardez ce tifo qui a été organisé par la Fédération française avec cet énorme, ce gigantesque maillot français qui flotte. Ça aurait été une belle semaine pour les équipes de France sur Eurosport. On se souvient tous de la victoire française en Ligue mondiale de volleyball à Cuba. On se souvient également, vous y étiez Jean-Louis, Eurosport y était également, de la qualification pour les quarts de finale de l'équipe de France de football face à la République tchèque. Et puis aujourd'hui, le handball français qui va chercher à accrocher à son palmarès une équipe qui est championne du monde en titre, championne d'Europe en titre, et qui a connu une dernière défaite face à l'équipe de France, ici même la saison dernière. Les Suédois, eux, en quête d'une médaille d'or olympique. C'est la seule médaille qui manque à cette nation, et c'est vrai que c'est presque curieux en fait. Oui. Merci oui, Jean-Louis. Depuis 90, non mais c'est vrai que depuis 90, les Suédois n'ont jamais réussi à décrocher le titre olympique, alors qu'ils étaient les favoris aussi bien à Barcelone qu'à Atlanta. Et au dernier moment, ils se sont toujours fait battre. C'était face à l'URSS à cette époque, à Barcelone, et puis face à la Croatie à Atlanta. Et côté des face-à-face entre la France et la Suède, les statistiques ne sont pas très glorieuses pour les joueurs de l'équipe de France. Il y a eu 36 rencontres, 7 victoires françaises, 2 nuls et 27 défaites. Donc on ne va pas cracher sur une victoire aujourd'hui. En tous les cas, sur un bon résultat avec le jeune Stéphane Plantin qui est lancé d'entrée sur l'aile droite. C'est important pour lui. Oui, en concurrence avec Joulin pour le poste d'ailier droit. Richardson. Oh, Guillaume Gilles qui s'est totalement tordu, désaxé. Bonjour la colonne vertébrale. On ne va pas dire qu'il est aussi souple que son entraîneur, mais regardez quand même. Il est sur un appui. Et là, il met un tir vraiment imparable pour Svensson. Montée de balle suédoise. Et ballon perdu directement sur la tête d'un des cadreurs positionnés habilement par Fred Godard. Comme ça donne du rythme à la partie. Donc on retrouve la défense habituelle 0-6 suédoise. Très très bien articulée autour des deux grands gabarits, même 3 grands gabarits plein centre. Alors c'est à dire Jean-Louis que Jackson aura un petit peu plus de liberté en attaque, comme il n'y a pas d'homme qui décroche de la zone. Déjà je pense qu'il faudra encore une fois marquer de loin pour faire monter davantage cette défense et libérer des espaces à 6 mètres. Et c'est vrai que cette défense est très très difficile à manœuvrer. Même s'il y a beaucoup de jeunes joueurs, parce que derrière il y a un Svensson qui est très très fort à 6 mètres aussi, comme il vient de le prouver 2 fois face à Plantin et face à Kervadec. Et c'est lui qui vient de sortir ce ballon. Première intervention, interception de Jackson Richardson avec l'une des spéciales de l'international réunionnais qui permet à l'équipe de France de réussir un mini break d'entrée et de mener 2-0, Jean-Louis. Oui, ça c'est le spécial de Jackson.
venir piquer des balles dans l'attaque adverse. Fin de tir pour déstabiliser le gardien et monter en suspension derrière. Il y a un maillot qui est pas très solide. Regardez sur le banc, ça fait rire d'ailleurs Daniel Costantini. Un maillot qui a été totalement arraché, un maillot français, pas très solide. Encore une récupération française. Ce sera pour Plantin, le joueur des Spacers de Toulouse. À droite avec Plantin, Richardson qui va retrouver sa place au sein de l'attaque française. Oui, Daniel Costantini ne fait qu'attaquer pour l'instant, sauf lorsque la montée de balle suédoise est trop rapide. Là, Richardson n'aura pas le temps de sortir. Bonne circulation de balle des Français. Qui a très à cœur de s'imposer pour son retour en équipe de France, lui qui avait manqué l'Euro 2000 en Croatie pour cause de blessure. Suite à un choc avec Dielnia, alors qu'il y a un petit incident bénin sur le banc suédois. Il faut écarter au maximum cette défense. La passe arrière. Et Olivier Giroud, malgré son shoot en suspension, mais bonne récupération française avec beaucoup de rythme en ce début de match. Giroud encore. Penalty, défense en zone. Très content le défenseur suédois. En l'occurrence, Andreas Larsson. Alors que le bouchon était lui. Et Pierre Hammarström. Ne cherchez pas. Comme vous dites. Vous avez bien progressé dans les langues étrangères. Certain Ali Bouafia n'avait pas tellement apprécié votre prononciation de la sélection égyptienne. Il l'a fait savoir à Katamson. On voit que ça va beaucoup mieux dans cette dernière journée, World. Allez, André Golic passe à Svensson. Golic qui assure. Voilà. C'est lui ou Grégory Anquil, le préposé au pénalty. Anquil ne démarre pas la rencontre aujourd'hui. Il faut donner un petit peu de temps de jeu à Plantin. C'est quand même assez rare de voir l'équipe de France mener 3-0 en début de match face à l'équipe de Suède, hein, Philippe. C'est extrêmement rare, oui, effectivement, mais bon, il faut quand même reconnaître que dans l'équipe de Suède, il manque quand même 3 joueurs indispensables, à savoir Wislander, qui était élu meilleur joueur du siècle, Staffan Olsson et Lovren. Oui, c'est vrai aussi à préciser que du côté de l'équipe de France, il manque aussi Cédric Burdet, Jérôme Fernandez et Patrick Casal. C'est vrai aussi. Hein, tous 3 en rééducation. Et là, c'est passé en force avec la grande taille, le 1m95 de Robert Arrhenius. Christian Gauzin qui lui a envie de réussir un gros match. Ça a été le cas de Thierry Omeyer hier face justement à l'équipe d'Égypte. Bruno Martini a assuré également une bonne partie vendredi soir. Bon, le joueur de Magdebourg a tout ce match, en tous les cas toute la première période, pour faire valoir toutes ses qualités, son expérience. Toujours Jackson aux commandes. Bertrand Gilles, bien sûr, qui est au poste d'arrière droit. Et bien fait, il commence à se, on va dire, non pas décomplexer, parce qu'il n'a pas de complexe, Stéphane Plantin, mais à se libérer. Lors du premier match face au Portugal, on l'avait senti hésitant alors qu'il avait pris les bonnes options, les bons shoots. Il avait été souvent malheureux. Là, c'est très efficace. On a vu cette passe dans le dos de Richardson, ce qui a pris de vitesse la défense suédoise. Et on va surveiller les Suédois en attaque. Toujours la 1-5 française, 2 pivots suédois. Ça ne marchait pas donc. Ah, dommage, la famille Gilles avait bien failli récupérer ce ballon, elle toute seule. Bertrand pour Guillaume. Les Suédois qui pour l'instant jouent sans le futur Montpelliérain. Martin fin de jeu. Et marché. 4-1 pour la France, possibilité d'accentuer encore l'écart. Comme on sait que les Français ont des petits problèmes de rythme, et c'est bien joué avec Bertrand Gilles qui sait décidément tout faire. C'est bien que cette équipe de France prenne le large, car on l'a vu, elle a souffert physiquement lors des deux premières journées de ce tournoi de Bercy. Oui, on revoit ce tir de Bertrand Gilles. Là, Philippe, c'est la première fois que je le vois tirer comme ça, de cette manière, Bertrand.
Philippe Gardan. On va trouver. Oui. Ah oui, Philippe Oui. Gardan. Il y avait une Non, c'est question pas, de c'est Jean-Louis pas la Leblanc. première fois, parce que c'est vrai qu'à Chambéry, il a l'habitude de faire ce genre de tir. Et c'est extrêmement difficile à défendre parce que déjà Bertrand est puissant. Il arrive puissant et rapide. Et si le défenseur suédois ne le touche pas, c'est sûr qu'il va faire minette à chaque fois. Et ce qui est fort quand même, c'est que bon, qu'il le fasse en club au niveau du championnat de France, c'est bien, mais qu'il le tente et le réussisse face aux champions du monde, c'est encore mieux. Et je pense que pour sa confiance, c'est quand même une bonne chose. Ah bah c'est excellent. C'est vrai que faut rappeler que Bertrand n'a que 22 ans et c'est vrai qu'il a un culot monstre. Le faire contre les champions du monde, c'est chapeau. « 5-1 pour l'équipe de France qui continue son cavalier seul en tête. » Alors, on a fait rentrer Magnus Andersson aux commandes de l'équipe suédoise. Magnus Andersson, le capitaine qui était de toutes les campagnes suédoises depuis 1990. Il a tout gagné avec cette équipe suédoise. 5-1 pour la France. Svensson, pourtant, dans son but, fait déjà un joli récital. Heureusement, on va dire, pour les champions du monde et champions d'Europe en titre. Andersson qui a remonté cette balle, il s'est fait contrer. Andersson, Boquist, tire à la hanche. Et Gaudin est resté prudent sur ses appuis, ça lui a permis de sortir ce ballon. Olivier Giroud au poste de demi-centre, ça c'est rarissime, il faut y penser. C'est juste pour la montée de balle, il va reprendre son poste d'ailier gauche. Voilà, et Dinard, lui, va retourner sur le banc. Un Dinard qu'on avait vu alternant le très bon et le moins bon en 1 contre 1 devant le gardien au poste de pivot. Voilà, Silbersson est rentré là, il est en train de s'expliquer avec Gary Carvadec. C'est un monstre ce Silbersson. Il a 35 ans et 1m95, 99 kg, donc très difficile à bouger. Regardez cette défense suédoise. Il a dépassé Très les 160 mobile. sélections. Très mobile. Il est obligé, il avec le bon écran. Et ça n'est pas rentré. Beaucoup de réussite pour Thomas Svensson. Il fallait avoir les mains fermes sur le tir de Guillaume. Il a bénéficié d'un joli bloc de son pivot tout de même. Ouais, bonne défense de Bertrand sur Boquist. Et Jackson Richardson qui reste en défense là pour l'instant. Andersson. Il essaie de pénétrer en force. Toute la puissance de Henrik Andersson. A souligner aussi que l'équipe suédoise n'a pas de gaucher au poste d'arrière droit. Ça nous rappelle l'équipe de France. Oui. Avec le malheureux Patrick Casal blessé. Il doit être derrière le but de Christian Gaudin actuellement. Et Cédric Burdet, le Montpellierin, blessé à un orteil. Lui, c'était lors du premier match avec une entorse de la cheville. Voilà, bonne défense française. Là, ça tient le coup, c'est bon. Ah, ça a été globalement de toute façon la satisfaction de Daniel Costantini et de l'ensemble de l'équipe de France. Par séquence, on a vraiment vu une défense française très efficace. Attention avec le bras gauche et la parade de Gaudin sur la montée de Christian Eriksson. Ça y est, Gaudin est chaud. Guillaume Gilles qui se régale, mais en face, Svensson n'a pu dégager. Quel arrêt de Svensson là, sur ce tir de Guillaume, parce que il y avait la pêche, elle était placée et Svensson, avec toute sa classe, avait anticipé et bien anticipé. Jackson Richardson entouré de la famille Gilles. Bertrand à droite, ça a croisé avec Olivier Giroud et son bras droit. Beaucoup de vitesse pour l'ailier du Paris Saint-Germain. Exactement, là sur ce tir, Olivier Giroud a pris la défense de vitesse. C'est-à-dire qu'habituellement, lorsqu'on monte en suspension, on attend un petit peu de voir ce qui se passe. Et lui, dès qu'il est monté en suspension, il a déclenché son tir de suite. Donc les bras des défenseurs n'ont pas eu le temps de se lever. Et Svensson n'a pas eu le temps de réagir. C'est toujours, Jean-Louis, je suppose, très compliqué pour les ailiers internationaux. Alors que là, il y a une bonne défense de Giroud, il n'était pas en zone. Toujours plus compliqué pour un ailier de se montrer car il touche beaucoup moins de ballons qu'un arrière ou qu'un demi-centre. Donc pour briller aux yeux de l'entraîneur, c'est pas évident, il ne faut vraiment pas se rater. Sur la montée de balle française, il a eu un passage en force de Dinard qui se rattrape bien ici en contrant le tir suédois. La muraille de Dinard a frappé et ça permet à Plantin d'inscrire son deuxième but personnel du jour en contre-attaque.
Et cet écart, il est quasiment historique sur les images de Fred Godard. 7-1 pour l'équipe de France face à la Suède. Les deux équipes sont diminuées par des absences. C'est quand même impressionnant ce début à Bercy pour les joueurs de Daniel Costantini. Et Philippe, une fois à Bercy, là, il y a quelques années, je crois que tu étais sur le terrain d'ailleurs. C'est la Suède qui menait 10-1 au bout de 15 minutes de jeu. Tu te souviens de ce match? Oui, je me souviens très très bien. On avait pris complètement l'eau et ils nous avaient totalement étouffés en première mi-temps. Par contre, ce que je me souviens aussi, c'est qu'on a été très bien remonté au score. On n'avait pas réussi à gagner malheureusement, mais on perd ce match d'un but. Tout ça. Oui, c'est ça, oui. Ah, vous étiez revenu à un but en fin de match. Ouais. Et c'était le début des Barjots. Hein. Voilà, c'était le début de la grande équipe. Et c'est vrai qu'on avait une peur bleue de ces Suédois. Et à partir du moment où on a commencé à les remonter de 9 buts, on a pris confiance. Et c'est vrai que ça a été quasiment le départ de la grande équipe. Petite interruption avec la blessure au coude du grand Suédois Martin Boquist. Et qui a pris un coup sur le coude en retombant. Ça fait extrêmement mal. 7-1 pour l'équipe de France. On joue depuis 10 minutes et 49 secondes. Et les Suédois vont repartir, mais sans Boquist pour l'instant. Et avec un Henrik Andersson qui a permuté, qui se retrouve au poste d'arrière gauche. Henrik Andersson, Magnus Andersson. C'est Magnus Andersson, le bon service. Olivier Giraud s'est fait prendre à l'aspiration. Ah, non, mais c'est très bien joué de la part de Peterson qui a fait semblant de regarder sur ces images. Fin de Kung Fu, ce qui a emmené Olivier Giraud dans une suspension pour essayer de choper le ballon. Et Peterson a contourné Giraud vers l'intérieur pour recevoir le service, un service parfait de Magnus Andersson. Giraud avec Guillaume Gilles, Jackson Richardson qui est en train de mettre au point la tactique. Et toujours pendant ce temps-là le travail au milieu des géants suédois de Gary Kervanek. Regardez, M. Godard ne s'y est pas trompé. C'est un des éléments clés également de ce match. Essayer de créer des failles dans le mur suédois. La récupération elle est française avec le chambérien Guillaume Gilles. Il faut aller harceler cette défense. Bien fait pour Kervanek. Et quel gardien. Oui, il y aura quand même un petit quelque chose. Oui, il y aura pénalty puisque Sid Persson a été obligé de couper en zone pour venir rechercher le pivot français. On ne se lasse pas des parades de Thomas Svensson qui a en plus un maximum de réussite. Oui, heureusement qu'il est là d'ailleurs. Hein. Allez, c'est Andrej Golic, le Montpellierin, qui va venir s'essayer à cette affaire. Ça passe. Voilà, sans problème pour Andrej Golic. 8-2 et on joue depuis 12 minutes. Les Suédois pour l'instant sont totalement en panne d'inspiration. Ça ne joue pas très vite devant, à l'exception de quelques petites accélérations de Magnus Andersson. Notamment pour son délié Johan Peterson. Et pour le reste, bien, la défense française est bien compacte. L'image de Plantin, attention à la défense en zone. Les Suédois qui viennent travailler les Français très près de la défense. Ils jouent pratiquement entre 9 mètres et 10 mètres. Le but d'Henrik Andersson n'est pas validé. L'arbitre avait déjà sifflé depuis longtemps. Andersson. Et non, ce n'est pas passé. Dommage, Olivier Giraud n'a pas vu que le ballon lui revenait. Un début de match parfait de la part de Christian Gaudin. Manque de vivacité pour Andersson. Il y a encore un ballon qui a failli être chippé par Bertrand Gilles. Les Suédois qui jouent avec deux pivots. Justement pour travailler pour les arrières, monter en bloc. Un peu tatillon Thomas Sivertson. Et Gaudin lui continue son festival aussi. Décalage. Plantin qui est l'homme en forme en ce début de rencontre. Troisième but pour Stéphane Plantin. C'est vrai que je ne suis pas pour les dribbles en montée de balle. Je pense que je reste persuadé que les passes sont beaucoup plus efficaces que les dribbles. Mais là, Olivier Giraud a fait un très gros travail, a attiré deux défenseurs sur lui et a créé un décalage sur la droite de l'attaque française. Et c'est pour ça d'ailleurs que Stéphane Plantin avait peu de champ, mais suffisamment pour monter en suspension et tromper Svensson. Le Toulousain Plantin, un tiers des buts français
face à la Suède, championne du monde, championne d'Europe. 7e buteur du championnat, le joueur des Spacers. Ballon contré, ce sera un corner. Une défense française Jet impressionnante. point. On va retrouver l'ailier, à savoir Peterson. Anderson qui est pris de très près là par Bertrand Gilles, qui a failli ravir ce ballon. Ballon contré par le pied de Kervadec. Constantin qui se fait plaisir. Philippe, on a une défense française là qui est quand même impressionnante hein, face à l'attaque suédoise. Il y a longtemps que je ne vous avais pas vu défendre comme ça. La montée, ce sera le petit filet de Godin simplement qui a tremblé. On va revenir dans quelques instants à la question de Jean-Louis. Alors qu'Olivier Giroud était limite de perdre cette balle. Philippe Gardant, Jean-Louis Legrand vous demandait si ça faisait longtemps ou pas vous aviez vu une défense aussi efficace. Oh, ça fait pas très longtemps puisque hier ils ont eu quand même des phases défensives assez intéressantes. Mais là c'est vrai que depuis un quart d'heure, l'équipe de France est montée d'un cran, je dirais, à un niveau international en ce qui concerne cette défense. Et c'est vrai que c'est une belle performance quand on sait la qualité des attaquants suédois. Espérons que ça continue, d'autant plus qu'on a d'autres choix. Il y a le choix de Bertrand Gilles actuellement en défense. Et puis je pense que Daniel Constantin va mettre après Jackson Richardson pour pouvoir perturber cette circulation de balles. Guillaume Gilles pour son frère Bertrand. Attention à la perte de balle. La récupération de Richardson. Le shoot en suspension, mais là, c'était trop gros, on va dire, pour Svensson. Un tir force. On va appeler ça un tir force. Bon, avec tout le respect qu'il se doit, bien sûr, pour l'homme aux 300 sélections. 4e joueur le plus titré de la planète, on l'évoquera à la mi-temps de ce match avec notamment Philippe Gardant, ancien partenaire. Jean-Louis également, vous nous donnerez un peu votre analyse sur la carrière de cet homme, ce numéro 17, Richardson. Ouais, parce que je vous rassure, j'ai jamais vu avec Richardson. Hein. Et heureusement pour lui. Il aurait volé la vedette, c'est ça que vous vouliez dire. Bertrand Gilles qui défend très haut, qui vient ennuyer quand même la circulation de balle suédoise. Très très bonne défense des frères Gilles. C'était bien vu pour le pivot. Ouais, les joueurs montent en anticipation. Avec Sivertson qui a été bien trouvé. Regardez la lutte avec Dinard. Dinard a presque l'air petit face à Sivertson et pourtant vous pouvez vous assurer que c'est déjà un solide gaillard. Ouais, passage en force. Là c'est Linden qui est venu percuter Bertrand Gilles. Avec un Bertrand Gilles qui est à l'affût de tous les ballons qui traînent. Et limite pour l'instant l'impression qu'il n'y a que le poste de gardien qui ne soit pas possibilité pour Bertrand Gilles dans cette équipe de France. Richardson qui est revenu. Bertrand Gilles au poste d'arrière droit en l'absence du gaucher Patrick Casal blessé. Bon décalage pour Giroud. La passe était un petit peu difficile. Oui, c'est dommage, mais c'était bien joué. Une accélération dans les transmissions de balles, c'était parfait. Alors justement, côté suédois, on a essayé de remonter la balle alors qu'elle est sortie. Logiquement, voilà, touche pour la France. Les Suédois, eux, n'ont pas dribblé pour monter la balle. C'était bien tenté pour Guillaume Gilles. Bien tenté, mais Svensson l'attendait quand même. Même s'il était monté à 9 mètres. S'il réussit ça face à Svensson, promis, on lui donne la cassette. Allez, il faut se reprendre. Toujours 9-2. 18 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Gilles, attention là, la transmission va se remettre en ordre de marche avec Richardson. Il y aller tout seul, Plantin, il avait fait le tour, mais il y aura un coup franc en 9 mètres. Gifle au passage pour Richardson. Gilles. Qui prend ses responsabilités et c'est un petit peu ce qu'attend, et c'est beaucoup d'ailleurs ce qu'attend Daniel Constantini, que certains joueurs dans un tournoi comme ça prennent leurs responsabilités. C'est encore mieux quand c'est un jeune, en l'occurrence Guillaume Gilles. Alors, on a revu sur ces belles images de Fred Godard le 1 contre 1 de Guillaume Gilles, tout en puissance. Changement de rythme.
il s'est engouffré dans l'intervalle. Il n'y avait pas beaucoup de place, il y avait beaucoup de viande à droite et à gauche. Mais il arrive à faire la différence et à venir battre aussi, garder sa lucidité pour battre le gardien suédois. Beaucoup de viande. Oui, de viande, de poids. Très bien. De poids. Et Philippe Gardant, c'est de quoi je parle. Bonne défense de Dinard sur le porteur du ballon. Il essaie d'accélérer avec Andreas Larsson. Et encore Christian Gaudin à la parade. Sur la tentative de Magnus Linden. Un Gaudin qui a manqué, on va dire, enfin manqué. Qui est passé assez loin du ballon lors des 2 premiers buts encaissés. Et depuis, il se régale. 10-2 pour l'équipe de France. Non, il est très présent. Et c'est vrai que l'équipe de France a 3 très bons gardiens, parce que même Thierry Omeyer fait une très bonne partie face à l'Égypte hier. Bruno Martini, on le connaît. Bon, c'est un gardien incontournable. Et Christian Gaudin. Le choix de Daniel Cosentini sera très difficile, parce qu'aux Jeux Olympiques, il n'emmènera que 2 gardiens. Les Suédois en attaque avec toujours le pivot Silverson qui essaie de faire le ménage, mais c'est compliqué. Il y a Dinard, il y a la famille Gilles, il y a Kervadek. Ça fait beaucoup de viande à déplacer. Regardez ce que ça donne du plancher. Vous êtes chez vous en fait ici. Les Suédois qui repartent alors que Magnus Andersson pour l'instant est un petit peu économisé, mais c'est vrai qu'il n'arrivait pas à dynamiser le jeu de son équipe. Et on a l'impression que l'équipe suédoise ne sait plus quoi faire face à cette défense française remarquable. Il y a déjà eu des petits signes de faiblesse de l'équipe suédoise face à l'équipe d'Égypte. Comment ça se passe en bas, Philippe Gardant? Ça se passe très bien. En bas, vraiment, c'est une défense française, je dirais, ultra compacte, très mobile. Au départ, Bertrand Gilles est bas, et quand le danger, voilà, il monte sur place pour essayer d'annihiler cette attaque. Vraiment, c'est très impressionnant vu en bas. Je ne sais pas, vu en haut, ce que ça donne. Ça donne quoi l'envers? Non, mais c'est vrai que Bertrand Gilles a cette faculté de monter au bon moment, voilà, juste lorsque son adversaire reçoit le ballon. Tout à fait, il a un timing qui est excellent, c'est-à-dire au moment où l'adversaire prend contact au sol avec ses pieds, parce qu'on fait un petit bond quand on reçoit la balle, mais il y a Bertrand Gilles qui est juste dessus. Et c'est vraiment très efficace. Et moi, messieurs, pendant ce temps-là, j'ai surveillé l'attitude de Daniel Costantini après la nouvelle parade de son gardien Christian Gaudin. Il avait un très large sourire, Daniel Costantini, en se disant celui-là, il est peut-être passé un petit peu au travers face au Portugal, il n'a pas montré grand-chose, mais là, il sort le grand jeu face à la Suède. Christian Gaudin qui a été honoré d'ailleurs vendredi, puisqu'on lui a remis un coq d'or pour sa 200e sélection équipe de France qu'il avait fêté à l'occasion de l'Euro 2000 en Croatie. Regardez Daniel Costantini avec Christian Gaudin. Image sympa captée par Godardsson. Daniel Costantini qui est très près de ses joueurs, beaucoup plus près qu'auparavant d'ailleurs. Enfin, c'est un très grand manager. Il l'a prouvé tout au long de sa carrière, qui est bien plus longue que les joueurs évoluant sur le terrain. Il ne cherchait pas à joindre la semaine prochaine, il est obligé de partir en séminaire en Tunisie. Ça n'arrange pas tellement, parce qu'il voulait prendre un peu plus qu'une semaine de vacances. Enfin, il part en Bretagne. Il a dit qu'il faisait toujours beau en Bretagne. Une petite semaine, Kervadek qui n'a pas manqué la cible. Il s'est retrouvé à 4 mètres du but de Thomas Svensson. Il avait bien suivi la tentative de Guillaume Gilles. Guillaume Gilles qui était monté aussi à 8 mètres. Quel boulet de canon sur le poteau de Svensson. Gary Kervadek à la parade pour récupérer ce ballon. Et a crucifié encore l'équipe suédoise. 11-2 au bout de 22 minutes de jeu. Et c'est quand même impressionnant. Philippe, moi je voudrais demander à Philippe en bas qui a vu les 3 matchs où vous étiez en promenade du côté de la Belgique pour France-République tchèque en football. Philippe, Gary Kervadek disait au fur et à mesure qu'il a retrouvé un petit peu ses sensations derrière et qu'il espérait les retrouver devant. Ça se confirme, hein, on le voit de plus en plus affûté au poste de pivot en attaque. Oui, c'est vrai. Bon, quand on l'a interviewé hier ou avant-hier, je ne sais plus, lui n'était pas très content de sa prestation. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il a retrouvé de la mobilité défensive. Au niveau attaque, c'est pareil, c'est efficace. Là aussi. Oui, là aussi, c'est très efficace.
Et quand Jean-Louis parle de 11-2, 2 buts en 22 minutes contre les Suédois, prendre que 2 buts, c'est rare, franchement c'est rare. Il faut se rappeler que sur la première journée, en deuxième mi-temps, les Portugais avaient pris, enfin les Français avaient pris que 3 buts. 4 buts. 4 buts, pardon, en contre les seconde Portugais. période. Donc c'est pas mal. Oui, enfin, là, c'est difficile quand même de comparer les Portugais et les Suédois. Les Suédois qui sont champions du monde, les Portugais qui sont aux alentours de la 12e place européenne, je crois. Hein. Oui. Non, ils sont montés un petit peu. 7e. Oui, 7e. 7e là maintenant. C'était à mon Tout époque. bouge, tout bouge. Non, c'était à mon époque. Excuse-moi, Philippe. Ah bah, il y avait 6 pays qui jouaient à cette époque, Jean-Louis. En 36. Ah bah voilà, donc on a la date de naissance de Jean-Louis Legrand. C'était en 12. Parce que la première sélection, c'était à 24 ans, Jean-Louis. Donc, les comptes sont bons, merci Philippe Gardon. Quelle précision dans les chiffres et quelle précision dans la défense française. Il reste 6 minutes 30, 12-2 pour l'équipe de France. Vous ne rêvez pas, ne changez strictement rien. C'est bien l'équipe de Suède en jaune et en short bleu, championne du monde en titre, championne d'Europe en titre, qui visera une médaille à Sydney aux Jeux Olympiques en septembre prochain. Quand on voit ce qui se passe, on a un doute. Mais bon, il y a les cadres qui reviendront quand même pour diriger cette équipe. Mais tout de même, ça fait beaucoup. Surtout une équipe de France qui déroule son jeu sans trop forcer son talent. Non, mais encore une fois, il manque des joueurs importants dans cette équipe de France, comme il manque des joueurs importants dans cette équipe suédoise, avec Wieslander, joueur du siècle, comme vous l'a dit tout à l'heure Philippe Gardin, Olsson, Thorson, les deux gauchers, et un des meilleurs joueurs évoluant sur la planète, Stefan Löfgren. Encore une petite facétie du poignet de Jackson Richardson pour réussir à servir Gerik Kervadek alors qu'il était malmené par la défense suédoise. Encore une... oui, c'est limite cravate pour le défenseur suédois. Toujours pas de 2 minutes, les deux équipes qui jouent. Regardez là, il y a faute incontestable. Oui, Arrhenius, là, il n'a pas été très fin sur cette action. Enfin, ceci dit, il reste encore 35 minutes de jeu. Et en handball, rien n'est fait. Hein. C'est pas parce qu'une équipe mène de 10 buts que c'est terminé. Oui, bon, c'est quand même du 12-2. Kervadek, c'est splendide. La sensation de Gerik Kervadek est totale sur cette action. Demi-tour contact, regardez ça. Service aussi de Guillaume Gilles. Et là, il a envoyé son adversaire au pâquerette. Regardez la satisfaction de Gerik derrière. C'est vraiment à montrer dans les écoles. Hein. Ah oui, oui. Ce que Gerik a fait là, c'est exceptionnel. D'autant plus qu'il faut le rappeler, il fait pratiquement 2 mètres. Et tourner comme un petit gars et réussir à relever la balle sur Svensson, c'est exceptionnel. Oui, oui. C'est surtout réussir à se rééquilibrer après cet effort et après ce geste très technique. C'est vraiment de très très grande qualité. Ouais. 13-2 messieurs pour l'équipe de France. Il reste 4 minutes 15. On est quand même parti pour assister à sans doute un exploit unique en la matière sur les, je sais pas combien, 20-30 dernières années en handball, à savoir 2 buts pour l'équipe nationale de Suède en une mi-temps. Ça s'est rarement vu quand même. Ça s'est rarement vu, mais enfin bon, il y a encore quand même un peu moins de 35 minutes. Non, moi je parlais ne serait-ce que sur la mi-temps. Oui, oui, mais un match c'est 60 minutes. Et là, le but sera validé. C'est pour Arrhenius. Là où là s'organise pendant ce temps-là à Bercy. Malgré Kervadek. Ce tir avec le rebond à 1 mètre du gardien. C'est toujours aussi compliqué pour le dernier rempart d'une équipe. On a remarqué aussi que les contacts sont rudes, mais il n'y a eu aucun joueur de sortie depuis le début du match. Donc ça veut dire que c'est très correct. Des joueurs qui se respectent et c'est très très bien. Allez, pour la fin de la rencontre, Daniel Costantini lance Laurent Puisségur. Justement, les Français se retrouvent en infériorité numérique. Même Stéphane Plantin qui arrive à marquer à 9 mètres à Svensson. Il reçoit sa balle lancée. Il retombe sur ses appuis et déclenche immédiatement, prenant de vitesse la défense et le gardien. Ça fait hurler de rire le serveur, le passeur, Laurent Puisségur. Qui est rentré avec une totale décontraction à chaque fois et qui est très efficace. Vous avez vu qu'on a envoyé un petit pigeon voyageur pour alerter Serge Caton. Bientôt ce sera la mi-temps et qu'il faudra mettre au point une petite interview au bord du terrain. Regardez au ralenti un petit peu ce que ça donne.
le message envoyé par toute une équipe de production avec notre Suédois Bruno Ben Simonson. Il va falloir faire une interview de Son. On craque avec la chaleur. Ça fait 3 jours qu'on est enfermé alors qu'il fait beau dehors, paraît-il. C'est assez monstrueux. 2 minutes à jouer, 14-3 pour l'équipe de France face à la Suède. Gilles Bonan, service pour Puisségur. Ça, il a dû regarder non, il a les anciens jouer. Non, il a l'habitude de le faire en club, Laurent. Il va voir d'autres. Regardez, fin de départ à gauche et retourner à droite. Là, il manquait plus qu'à la cadrer en fait. C'est une lutte spéciale de Philippe Gardon. Oui, exact, oui. C'est pratique plus trop. Alors qu'il y a une entorse, oui, pour Andreas Larsson. Le pauvre, là, au moment où il a réceptionné ce ballon, la cheville est partie. En espérant que ce soit qu'une entorse, mais j'ai l'impression que ça pourrait être un peu plus sérieux. Non, là, on a vu la cheville partir au moment où il s'est réceptionné au sol. Regardez ça. Le tendon externe en a pris un coup. Ligament externe de la cheville. On se trappe immédiatement pour pas que ça enfle. Il se tord de douleur, le malheureux Andreas Larsson. Maintenant, il va falloir maintenir cette pression sur les Suédois. C'est pas le plus évident. Qui devront faire sans Larsson en seconde période. Il reste 1 minute 30, 14-3 pour l'équipe de France, balle à la Suède. Enfin, Olivier Giroud est en discussion avec Svensson. Ah oui, ils ont joué dans le même championnat. Giroud jouait à Irun et Svensson à Barcelone. Et là, ça doit faire mal quand même. On ne le reverra pas malheureusement pour lui a priori sur le parquet dans ce 14e tournoi de Paris-Bercy. Certes que l'Égypte a d'ores et déjà remporté pour la première fois de son histoire. Mais les Français font honneur à cette 3e et dernière journée en dominant pour l'instant très nettement l'équipe de Suède avec le retour de Magnus Andersson sur le parquet. On essaie de donner un petit peu de vitesse avec le bras de Linden. Mais ça coulisse toujours aussi bien pour la défense française. Et encore un ballon volé, mais il y avait une petite faute au passage du Chambérien Bertrand Gilles. Et toujours cette défense impressionnante. Elle est encore plus efficace qu'hier, Philippe, face à la Suède, face à l'Égypte. Ouais, bah là on voit quand même une nette différence par rapport à hier en ce qui concerne les Français. Je ne sais pas si tu es d'accord, Jean-Louis, mais on trouve beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus d'agressivité de la part des numéros 2. Les numéros 2, c'est Guillaume Gilles et Guéry Kermadec. Et avec un travail, je dirais, exemplaire de Didier Linard, bien sûr, derrière. On le voit regarder qui combat avec son pivot. Et bien sûr, Bertrand qui coupe toutes les trajectoires centrales. Voilà, c'est ça. Et Bertrand Godin qui nettoie derrière. Ah oui, non, mais Godin derrière. Mais Bertrand empêche toute pénétration plein centre aux alentours des 9 mètres. Il est bien certain que ça sécurise derrière. Quel gifle en tous les cas infligé à l'équipe de Suède, heureusement qui dispose pourtant du tout meilleur gardien au monde, Thomas Svensson, qui était encore là. Il reste 5 secondes, un dernier shoot à la hanche. Il n'y aura pas de faute. Le ballon va s'arrêter là. 14-3 en faveur de l'équipe de France. C'est très probablement du jamais vu pour les Bleus face à une équipe aussi réputée que la Suède. Un grand merci à Christian Godin dans son but. Et on va tout de suite retrouver un petit jeune de la sélection de Daniel Costantini. Il ne s'agit pas de Philippe Gardon, qui lui aussi a été sous les ordres de Daniel, mais de Stéphane Plantin, le Toulousain. Je te remercie Christophe de me confondre avec un petit jeune. Stéphane, hier tu as un petit peu galéré au niveau de la finition. Aujourd'hui on retrouve vraiment le Stéphane Plantin de Toulouse. Hier j'ai pas joué Philippe. Non, avant-hier pardon. Ouais, bah, c'est vrai, j'ai eu du mal à rentrer dans ce tournoi. Bon, Bercy c'est impressionnant, quoi. Je suis pas un joueur d'expérience internationale, donc effectivement c'est difficile. Et ce soir, bah, je commence ce match, donc c'est plus facile d'être dans le rythme. Je loupe le premier tir et puis après je me reprends bien, mais il faut remarquer que l'équipe joue très bien quand même. On joue facile, pourtant on n'a pas un physique, on n'est pas au top de notre forme, mais c'est bien comme on joue. Donc, bon. Tu sais que si tu continues à faire des performances comme ça, tu vas peut-être gagner ce ticket pour Sydney.
Bah ouais, écoute, je suis là. Hein. Donc bon, c'est pour jouer ce que je sais faire. Maintenant, bah, c'est tant mieux. Hein. Merci Stéphane. Et puis s'il continue à vous répondre comme ça, il va prendre une gifle surtout. Bravo Philippe, petit proverbe du jour, demain est un autre jour. On va terminer sur les ralentis préparés par l'équipe de Monsieur Godard. On va tourner une page de pub et on se retrouvera ensuite pour la seconde période et surtout pour évoquer tout de suite la 300e cape internationale de cet homme, de Jackson Richardson. Calme s'est à nouveau un petit peu installé au stade Palais Omnisport de Paris-Bercy, Jean-Louis Legrand, et on va évoquer un sujet plus que souriant puisqu'on va évoquer tout simplement la 300e sélection en équipe de France. C'est aujourd'hui même, c'est celle de Jackson Richardson. On va tout de suite regarder les images avec une petite cérémonie qui avait été prévue juste avant le match tout à l'heure sous les yeux de Jean-Louis Legrandson. Le voici le grand surtout de cette équipe de France de handball et de l'histoire du handball français. C'est Jackson Richardson, l'homme aux 300 sélections, 605 buts avant que débute sa 300e cape. Jackson Richardson qui a débuté en équipe de France en 1990 et depuis l'aventure a été belle, elle a été très très longue avec des titres dans tous les sens. Et Jackson Richardson avec son fils a décidé de donner une autre tournure à sa carrière. Rassurez-vous, il va continuer le handball, lui qui avait été élu meilleur joueur du monde en 1995 dans la foulée de son titre mondial avec l'équipe de France, puisqu'il rejoindra Pampelune et le championnat d'Espagne, la Liga, mais également la Ligue des Champions. Donc encore de belles joutes pour Jackson Richardson. Oui, mais c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des entraîneurs depuis 1990, même 88, l'année où il est allé au bataillon de Joinville. On a parlé de Jean-Pierre Lepointe, on a parlé de Daniel Cosentini, mais Jackson a été formé à La Réunion. Alors il faut savoir que son premier entraîneur était son frère Charlette. Et puis ensuite, il y a eu Dominique Rios, Fred Waliamé, des gens qui ont fait du très très bon travail à l'île de La Réunion, qui ont sorti aussi Bernard Lachimi, qui ont sorti Patrick Casal. On parle de Bobby Lapointe, mais ça n'a rien à voir. Allez-y Jean-Louis. Non mais c'est vrai qu'il faut reconnaître tout le travail qui a été fait à La Réunion. Bon, et Jackson Richardson en est la preuve vivante pour le handball français, pour le plus grand bien du handball français. Et à qui il va d'ailleurs donner son maillot? On pourrait penser qu'il allait le jeter auprès des jeunes, c'est pas franchement le cas. Non, parce qu'il a été suivi depuis le début de sa carrière par... c'est pas un agent, c'est un conseiller. Hein, il n'y a aucune histoire d'argent, il n'y a pas d'argent de versé par Richardson à son coach, mais c'est quelqu'un qui l'a suivi, qui l'a suivi au niveau de la communication, du placement de son argent. Il s'est mis à la disposition de Richardson et il a fait de Richardson ce qu'il est actuellement. Et bien justement, Jackson, on va le retrouver, c'était avant ce France-Suède. Il était au micro d'un ancien partenaire, Philippe Gardan. Jack, tu sais que tu viens de rentrer dans le cercle très fermé des 4 joueurs les plus capés au monde. Ça te fait quoi? C'est vrai que ça fait énormément plaisir, mais je me dis, je ne m'arrête pas sur cette sélection parce que j'ai encore quand même... J'arrête pas ma carrière, j'espère continuer encore, mais c'est vrai que ça fait plaisir. J'espère remporter encore quelque chose avec cette équipe de France et à la France. Quoi. Dans les 300 sélections, si tu dois en retenir une seule, c'est laquelle? Je dirais la médaille de bronze que j'ai remportée à Barcelone, parce que c'est là qu'on a réussi à créer une équipe qui s'appelle les Barjots. On a connu les bons moments, mais il y en a tellement de bons moments où je ne peux pas vraiment sélectionner. Tu sais qu'il y en a un qui doit être triste ce soir, c'est Pascal Mahé. Ben, je ne pense pas qu'il va en vouloir, mais on en a longuement discuté en Allemagne. Je pense que le cœur y était. Quoi. Moi je crois pas, moi, il est vraiment triste. Et ouais. Ben, je t'offre une bière, Calo. Merci Jack. Le bisou de Jackson. Jean-Louis, vous donnerez votre opinion sur Jackson tout à l'heure, mais j'aimerais avoir le sentiment de Philippe Gardan. Boule qui a joué longtemps également avec Jackson. Alors un petit mot, regardez les Barjots. Ils s'aimaient bien il y a longtemps, ils s'aiment encore. Confirmation avec les images de Fred Godard. Le bisou de Jackson et de Philippe Gardan. Philippe, votre sentiment sur Jackson? Je crois que c'est un sentiment qui est partagé par des milliers de gens. C'est vrai que c'est un joueur extraordinaire. J'ai vraiment été très très fier de participer, je dirais, à des titres de champion du monde, à une médaille de bronze à Barcelone avec lui, d'autant plus que je me le tapais dans la chambre, donc c'est pas forcément facile. Taper dans la chambre, je veux dire, on était ensemble. Oui, d'accord. C'est ça, pas de malentendu. Non, mais Jean-Louis, je te connais. Et on a un point commun, c'est-à-dire que s'il y a une sélection à retenir, effectivement, c'est celle du match contre l'Islande aux Jeux Olympiques de Barcelone, où on a gagné enfin et pour la première fois une médaille olympique. Eh bien, merci Philippe. Très vite, on tourne une nouvelle page de pub si on a le temps et puis on se retrouve pour la seconde période.
Le coup d'envoi de la deuxième période de ce France-Suède dans quelques instants avec un score sans appel en faveur de l'équipe de France qui mène 14-3. Et Jean-Louis Legrand, rassurez-vous, vous allez tout de suite nous livrer votre réflexion sur ce monstre, ce monument qu'est Jackson Richardson. Votre sentiment sur le joueur? Non, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du joueur, du handballeur, mais humainement, c'est un type qui est fantastique. Je ne l'ai jamais vu s'engueulander avec quelqu'un, je ne l'ai jamais vu avoir un mauvais geste d'humeur. Et partout où il est passé, il a fait l'unanimité avec sa gentillesse. Ça mérite d'être dit. Et ça repartit vite avec Dinard qui a bien contré la tentative à la hanche de Magnus Andersson. Olivier Giraud a livré son corps pour récupérer le ballon. Ça permet aux Bleus de repartir de l'avant, même si là la tentative de Marc Gilberger est passée à côté. En tous les cas, Marc qui d'entrée a envie de marquer son territoire. Et oui, une sélection à gagner pour Sydney. On va voir comment vont s'y prendre les Suédois. J'espère qu'il n'y en a pas un autre de blessé parce que ça commence à faire beaucoup là. Christian Eriksson. Je suis curieux de voir comment vont s'y prendre les Suédois pour revenir au score. Parce que pour l'instant, c'est vrai que sur la première mi-temps, l'équipe de la défense française a été impressionnante. L'attaque aussi, parce qu'il n'y a pas que sur montée de balle, après récupération de ballon en défense, que l'équipe de France a marqué. Mais aussi sur des attaques placées face à la fameuse défense suédoise. C'est ça qui est important et qui est positif pour l'équipe de France. Alors là, pour l'instant, je ne vois pas comment l'équipe suédoise pourrait revenir au score. Les Suédois qui ont décidé de repartir avec un autre géant dans le but en seconde période, Peter Genzel. Genzel qui avait fait toute la partie hier face au Portugal et auteur de 16 arrêts. Gilles, Plantin. Oh oui, voilà, en appui, Bertrand Gilles. Ça paraît simple le handball avec lui. Mais en plus, c'est un geste technique très très difficile parce qu'il vient de la droite. Sa course est de la droite vers la gauche et il arrive encore à tirer dans la foulée. Très très grande technique individuelle de la part de Bertrand. 15-3. C'est pas le classement au tennis de Jean-Louis Legrand, c'est le score mais qui enfle sans arrêt. C'est quand même étonnant de voir une équipe suédoise aussi apathique. On sait que Bent Johansson a tendance à cacher ses batteries l'année des grandes compétitions sur des tournois de préparation comme ça. Mais là, ça fait quand même beaucoup. Non, c'est vrai que la grande préparation pour Sydney, pour l'équipe suédoise, va commencer fin juin. Là, il va réunir tous ses joueurs sur la côte sud de la Suède. Et là, ils vont faire pendant pratiquement 3 semaines de la voile, de la planche à voile, du handball de plage. Il va former son groupe en fait. Il va former son groupe. Pour ces 3 semaines, il va faire appel à tous les internationaux depuis 1990. Donc toujours cette grande famille du handball suédois. Et après, eh bien, les internationaux en titre vont partir pour la grande aventure de Sydney. Avec un petit événement tout de même, c'est Peterson qui vient enfin de marquer un but pour l'équipe de Suède. Ça faisait de très très longues minutes que la Suède n'avait pas marqué. Elle revient à 15-4. Qu'est-ce qu'il nous a fait, la Jackson? Il y a pourtant beaucoup de vitesse dans le bras d'Olivier Giraud qui s'est bien battu pour récupérer cette balle. Il a retrouvé son capitaine Richardson. Marc Gilberger qui va avoir du temps de jeu en attaque dans cette seconde période visiblement. À la place de Guillaume Gilles. Richardson qui a glissé. Attention, visiblement oui, c'est dans le même périmètre. Oui, oui. Ouais, mais dès que le terrain est un petit peu mouillé, il faut tout de suite essuyer parce que ça peut devenir dramatique pour les articulations. On l'a vu avec ce Suédois, mais là c'était pas un problème de sueur sur le terrain. On l'a vu avec Andreas Larsson tout à l'heure. Oui. Mais dès que le terrain est humide, il ne faut pas hésiter à arrêter le jeu pour éponger l'humidité parce que ça peut être très dangereux. L'équipe de France toujours sans quasiment le moindre Montpellierin sur le terrain, c'est à noter. Puisque Antil est en réserve, idem pour Golic notamment. Et puis comme en face, eh bien l'entraîneur suédois n'a toujours pas fait rentrer franc de jeu la future recrue suédoise de Montpellier. Et bien on est dans le flou. À ce niveau-là, savoir ce qu'il peut faire, si ce n'est que c'était lui qui était censé récupérer le ballon. Ouais, c'est un très très bon joueur. Là, c'est une très très bonne recrue pour les Montpellierins. On va le surveiller avec ce numéro 6 en défense maintenant. Dinard. Toujours 2 pivots en attaque. Oui.
Là, c'est Le Dinard pivot qui pour est l'instant, rentré. oui, parce que Dinard est resté sur le terrain. Et Kervadec, le lob, il n'est pas rentré avec le bon retour de Peter Genzel. Oui, Genzel fait 1m99, donc c'est un joueur qui est très très difficile à lommer. Hein. Gerson très décontracté. Et c'est drôle parce que pendant des années, il ne faisait que les défenses. Et là maintenant, Daniel Costantini ne l'utilise qu'en attaque. La lucarne a été manquée, mais le ballon a été touché d'après l'arbitre. Oui. Possible. Faut les inviter en fin de mois. Qui sont donc ces demoiselles? Bon, ce sont mes filles. La petite en rose et la bleue. Très bien. Nous les saluons avec beaucoup de respect. Les amener au handball. Pas l'air de vouloir faire du handball. Là, ça passe vite, très oui, un vite. contre Il a un. gros pouvoir d'accélération, Magnus Puis du Linden. bras derrière. Du bras derrière. Un contre un intérieur-extérieur. Bruno Martini s'excuse auprès de son coach sur l'anticipation qu'il a eue. On a David qui baisse. Je la colle. Allez, ça va repartir. C'est bien Bruno Martini qui est dans le but français. Bien ce que j'ai dit. Ah, mais je Quand suis on a entièrement vu qu'il d'accord avec baisse, vous. c'était pourquoi. Oula. Magnus Andersson qui est allé défier Stéphane Plantin. La mauvaise foi de Jean-Louis Legrand me sidère, il faut que tout le monde le sache, c'est comme ça, je suis désolé. Jean-Louis Legrand est une mauvaise foi, sachez-le, une bonne fois pour toutes. Ça repart devant, Bruno Martini est lui, bien gardien de l'équipe de France en seconde période, je n'ai pas encore la vue qui baisse. C'est un véritable règlement. J'avais une liste de petites courses à faire avec vous. Richardson, Villeberger, il va essayer d'aller provoquer, attention de ne pas perdre le ballon. Enfin, 2 minutes dehors, on va dire. Oui, c'était pas bien méchant quand même. Hein. Non, mais bon, ça va éclaircir un petit peu la défense adverse. 15-5, plus 10 en faveur de l'équipe de France. Ségur qui vient de rentrer en supériorité numérique. Il va suppléer Guéric Kervadec au poste de pivot. On a l'impression quand même que le jeu d'attaque de l'équipe de France est un peu moins performant. Voilà, ça va bien Sauf, avec oui, Bertrand Bertrand-Gilles, mais la circulation de balle est un peu moins rapide qu'en première mi-temps. Je ne sais pas ce qu'en pense Philippe. Oui, c'est vrai, le constat est bon. C'est vrai que les joueurs, là, déjà à mon avis, accusent un petit peu la fatigue. Il faut savoir quand même, on le rappelle, qu'ils n'ont pas eu une grosse préparation physique pour préparer ce tournoi. Et c'est vrai qu'on joue un petit peu, un peu moins encore une fois sans ballon, en course. Bon, c'est normal, hein. Marco est un joueur de près, c'est-à-dire qu'il préfère avoir la balle en main et faire son 1 contre 1. Voilà, à mon avis, c'est ça. Et si on n'arrive pas à mobiliser cette défense suédoise, on va avoir des problèmes. Oui, c'est vrai que si les joueurs français veulent passer en 1 contre 1, ça sera difficile. Par contre, tout le succès de l'équipe de France en première mi-temps, il a été collectif. Exactement. Nouveau coup franc pour la Suède. Il y a un déficit de 11 buts pour l'instant. Et qui joue à 1 de moins. Là aussi, Français Jo. Den qui a pu décaler avec de la vitesse. La balle va rester suédoise. Et par contre, on a toujours cette défense impressionnante des Français. Une main 5 hommes à hommes. On va aller sur Villeberger, Eriksson. Sous les yeux de notre émissaire. C'est bien pratique hein, d'avoir à sa disposition un petit peu. Le sourire d'Eriksson et pour autant, il n'arrive toujours pas à trouver la faille. Ils ne sont pas très nombreux à avoir marqué pour l'instant. Hein. Ils sont 3 côté suédois simplement. 3 buteurs. Pour 5 petits buts en 37 minutes et 30 secondes. Avec peu de difficultés pour les Suédois pour trouver la faille dans cette défense française. Daniel Costantini était venu chercher des satisfactions dans ce registre. Le voilà servi. C'est la confirmation en tous les cas des bonnes périodes qu'on a vues à ce niveau-là face au Portugal et face à l'Égypte. Attention au départ dans le dos parce que la défense française est très très avancée quand même actuellement. Bien sûr, elle joue à 1 de plus. Maintenant, on va à égalité puisque Stéphane Plantin est sorti pour 2 minutes. Mais les Suédois vont essayer de partir dans le dos des défenseurs. Il prend des jeux. Le voici, le futur ailier de Montpellier. Il lui faut pas beaucoup de place. On a l'impression que c'est un garçon qui est très lent,
En fait, il est très très précis. Il vient tout juste de dépasser le cap des 100 sélections. « 16-6, plus 10 pour les hommes de Daniel Costantini. » Comme les Suédois sont en supériorité numérique, eh bien, ils ont détaché le Magnus Andersson qui va s'occuper de Richardson. Berger, bon décalage pour Gilles. Voilà, il fait tout là. Là, Bertrand est en chaleur. Bon service tout de même de Villeberger. Bon décalage, regardez, il a tiré pas mal de monde. La défense suédoise est piégée. Et entre les jambes de Genzel, c'était peut-être le seul endroit où il pouvait marquer. L'avenir est bien réglé pour Bertrand Gilles. C'est un joueur très précis en plus. Linden, Magnus Andersson, Linden à nouveau. Ah, c'est cette défense française qui ne sort pas, qui reste au contact et qui était en passe de récupérer le ballon. C'est fait, la balle est sortie. On aurait bien aimé trouver une solution plus rapidement. Richardson. Laurent Pusségur est rentré pour le jeu à 5 contre 6. Cette fois-ci à l'aile et qui rentre maintenant au poste de pivot, laissant libre l'espace pour Richardson. C'est un petit peu derrière. Bertrand Gilles, Richardson. Fin de tir pour repartir en désaxé. Le fond de jeu l'attendait. Et là systématiquement il va falloir passer la serpillière parce qu'il fait vraiment très très chaud. Et on risque la blessure. Ça a été le cas en première période d'Andreas Larsson. Déjà 9 minutes 30 en seconde période, 17-6 pour l'équipe de France. Berger qui avait trouvé une passe un petit peu difficile pour Pusségur. Là c'est compliqué. Bertrand lui ne se pose pas de questions alors. Ah non, on force trop les tirs. Il faut retrouver l'esprit collectif. Den qui a voulu s'arracher. Ouais, bonne défense de Didier Dinard. Service de Magnus Andersson, Linden qui a pu alerter son ailier, mais Jackson a pu intercepter. Dinard qui est resté en poste de pivot. Il joue d'ailleurs souvent en deuxième pivot en attaque avec son club. Je pense aussi qu'il n'est pas spécialement maladroit. Richardson, Bertrand Gilles. Oh, le beau changement. Il y en a de moins en moins, mais c'était bien vu de la part de Plantin. L'attaque française qui est en train de faire bouger la défense suédoise. Bon, elle n'a pas trouvé la solution sur ce tir de Richardson. Sur fond des jeux. Bonne défense de Bertrand Gilles. On va dire dans les règles. Sans méchanceté, mais avec beaucoup d'efficacité. Et le chrono qui défile. Les Suédois qui ne recollent toujours pas, même s'ils sont un petit peu plus revanchards dans cette seconde période. Là, c'est arrivé vite avec le bras de Linden. Malgré son grand gabarit, c'est un joueur plutôt fin et qui va effectivement très très vite de bras. Oui, puis il y avait l'intervalle. Enfin, j'ai l'impression que les joueurs français marquent le pas physiquement. Je ne sais pas ce qu'en pense Philippe. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. On a vraiment l'impression qu'effectivement les Français accusent le coup. On le voit bien sur les visages là à côté parce qu'on est juste derrière leur banc. C'est vrai que Daniel est obligé de faire pas mal de changements à l'image de Guillaume qui vient de rentrer pour pouvoir justement essayer de retrouver un peu de fraîcheur en attaque. Mais c'est vrai que physiquement, on a vu, ils accusent un peu le coup. C'est l'impression qu'on a d'ici là. Une équipe qui ne veut pas de toute façon se permettre trop de rotation en attaque derrière, car il manque quand même quelques joueurs. Gilles, Berger, Giraud, le décalage pour Guillaume Gilles qui trouve que le poteau malheureusement pour lui. Andersson. Oui, mais ça ne rentre plus depuis un bon moment du côté de l'équipe de France. Et puis. Et là non plus ça ne rentre pas avec le tir de franc des jeux. Heureusement. Heureusement, mais l'équipe suédoise trouve de plus en plus de solutions en attaque. Que ce soit sur montée de balle ou sur attaque placée. Ce qui n'était pas le cas en première mi-temps.
Donc c'est intéressant aussi pour l'équipe de France de travailler sur cet état de fait, avec savoir gérer la fatigue tout simplement. Cela, les 10 buts d'avance ne seront pas trop si on veut voir l'équipe de France tenir jusqu'au bout. Et la fatigue en match, ça se gère, Philippe. Bien sûr que ça se gère, mais là, l'équipe de France est encore jeune, je dirais, puisque les garçons sont de 23 ans, 24 ans. Donc c'est vrai que pour gérer la fatigue, il faut encore avoir un petit peu d'expérience. Et c'est vrai qu'ils ont envie de démontrer à ce public de Bercy un handball champagne. Donc on ne peut pas faire du handball champagne en se gérant aussi. Mais toi, dans ton club, tu gères ce genre de situation. Bien sûr, on essaye pour le mieux possible, mais des fois, quand on a des matchs difficiles, c'est vrai qu'on aime bien avoir les 2 Gilles, par exemple. Mais si on a l'occasion de pouvoir les faire souffler, on en profite pour essayer de gérer un match pendant 1 heure. Eh bien, on apporte quand même du 109 du côté de Daniel Costantini avec l'arrivée du Montpelliérain Andrej Golic, alors que petit exploit ou petit événement, on va dire, sans trop chambrer, la Suède revient à 9 buts. Attention quand même. Il reste pas mal de temps, effectivement, 17 minutes. Golic. Giroud qui a attendu le dernier moment, qui a retardé son shoot, mais avec beaucoup de dynamisme. Il est reparti de l'avant, il va obtenir un coup franc. Oui, bonne défense d'Henrik Anderson sur l'épaule d'Olivier Giroud. Il est resté en suspension très longtemps. Joli vol pour les Guadeloupéens. Et là, ballon perdu. Anderson qui a pu remonter vite ce ballon avec l'autre Anderson qui a fait une petite faute de main. La contre-attaque, elle sera parfaite peut-être pour Andrej Golic et pour Plantin. Et lob sur Genzel. Bonne récupération de balle de la défense française et en 2 passes, elle trouve Stéphane Plantin à 6 mètres. Il y a quand même eu un bon repli défensif de Magnus Anderson, ça ne suffira pas. Et une bonne passe d'Andrej Golic. Et on connaît les roucoulettes en handball. Et comme soufflent tous mes amis de la régie, ça roucoule sur Eurosport. C'est une forme. Grande forme dans la régie. Et la balle est toujours suédoise. C'est encore Dinard qui a opposé sa grande taille et ses mains fermes pour contrer. Maintenant c'est Andrej Golic qui joue devant. Donc avec un autre style de jeu. Dinard fera un excellent contrôle au volleyball. Oui, là on a Andrej Golic qui défend à la place de Bertrand donc devant. Effectivement, Jean-Louis, c'est notre jeu. Autant Bertrand coupait les trajectoires par son torse, je dirais son gros torse, en mettant un petit peu des bouchons pour couper ses trajectoires. Autant là, Andrej, lui, joue beaucoup plus donc sur l'anticipation, un petit peu à la Jackson, quoi, mais beaucoup moins haut. Pendant ce temps-là, les Français se retrouvent en infériorité numérique avec la sortie pour 2 minutes de Didier Dinard. Le contre de Villeberger, sans faute, mais pas le ballon à la clé, dommage. Les Français sont obligés de se tasser à 6 mètres et d'attendre les Suédois. Attention de ne pas monter trop. Les Suédois jouent un de plus. Le décalage pour prendre les jeux. Et qui trouve simplement une nouvelle fois le poteau en manque de réussite. Le futur joueur de Montpellier. Oui. Manque de réussite ou maladresse. Maladresse. C'est pas prendre des jeux vous d'ailleurs. C'est pas grave. Franzen. C'est pas grave. Cousin d'ailleurs. Beaucoup de sifflets. 2-4 en défense du côté suédois. Ah, c'est quand même une défense assez rare de la part des Nordiques. Enfin, Berger. Ça tourne autour du but, ça c'est bien fait de la part d'Olivier Giroud. La roucoulette à suivre. Et oui, les Français ont été très patients lors de cette attaque puisqu'ils subissaient la pression de la défense suédoise. Ah, il l'a fait tout seul ce but. Et oui, ils ont réussi à garder le ballon et tout d'un coup, Olivier Giroud s'est retrouvé avec un défenseur qui avait 3 mètres de chaque côté. Il a pu le manœuvrer comme il le voulait et battre la défense suédoise. Changement de main au passage. Non, très belle technique individuelle. Je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, mais là je trouve que sur cette action, la France a très bien géré cette attaque. Elle a très bien géré cette attaque, d'autant plus que les arbitres avaient le bras levé, donc c'était à la limite du refus de jeu.
Et je dirais dans les dernières secondes, Olivier a fait un exploit technique en faisant un bon 1 contre 1 externe et placé sa recoulette. En ce qui concerne la 4-2 des Suédois, Jean-Louis, tu as dit que c'était rare, effectivement, mais c'est aussi rare d'être mené de 11 buts. Donc quand un entraîneur est mené de 11 buts et qu'il reste que 10 minutes de match, il essaye un petit peu tout et n'importe quoi pour pourquoi pas essayer de recoller au score. Oui, c'est vrai qu'on a rarement vu les Suédois être menés de 10 buts dans un match. C'est pour ça que cette 2-4, on ne l'a jamais vu. Enfin, on ne l'avait jamais vu. Et là, on en est à plus 11 pour l'équipe de France. 19-8. Rentrée d'un deuxième pivot. Oh, ça casse du bois des deux côtés là. C'est Guillaume Gilles qui était monté appui de pied. Et puis c'est dur, malin. Et ça permet d'effectuer les changements. Regardez, ce tir de Guillaume Gilles, monté en 2 appuis, même contré, enfin même déséquilibré, il arrive à rabattre ce tir au sol. Celui-là ne sera pas validé, malheureusement, pour le joueur de Montpellier. Là, on joue à 6 contre 6. Circulation de balle un peu plus rapide du côté des Suédois. Et oui, Marché, il est monté en suspension, redescendu avec la balle en main. Une bonne défense de David Berger dessus. Oui, et ça faisait automatiquement marcher puisqu'il y a eu un appui de trop. On va sortir justement Eriksson. Bien fait de la part du défenseur français, David Berger. Et ça peut repartir justement pour l'équipe de France. Il reste 11 minutes, 19-8. On peut dire que la victoire elle est quasiment au bout, mais il faudrait terminer sur un bon rythme pour rester sur une bonne impression, pour que plus Handballeur puisse partir en vacances, terminer un petit peu quand même la saison avec Chambéry et Montpellier notamment. Olivier Giraud lui n'a trouvé que Genzel. Et ensuite rendez-vous le 17 juillet à Vittel, comme pas mal d'ailleurs d'équipes de France. Une équipe de France qui, on oublie enfin on ne savait pas encore hier parce que ça n'avait pas été déterminé à ce moment-là. L'équipe de France qui ira à domicile lors de la première phase finale du championnat du monde en France en 2001 au mois de janvier du côté du Palais des Sports de Beaulieu à Nantes. Oui, exact. Avec l'Argentine, la Yougoslavie, l'Algérie, l'Asie de l'Ouest et le Brésil. Montpellier lui recevra la Suède, l'Égypte, le Portugal, l'Islande, le Maroc, la République tchèque. Besançon verra les équipes d'Espagne, de Croatie, d'Allemagne, d'Asie de l'Est, Cuba et États-Unis. Et Dunkerque verra la Russie, la Slovénie, la Norvège, la Tunisie, l'Ukraine et le 3e pays asiatique. Connu le 20 août prochain. Et encore, voilà, ça n'était pas passé tout à l'heure pour Guillaume Gilles. Cette fois-ci, ça l'est. Ah, il monte comme un volleyeur qui va se matcher. Il est inarrêtable. Là, on retrouve le Guillaume Gilles de 97, juste avant sa blessure. Parce qu'en fait, Philippe est mieux placé que moi pour en parler, mais c'est sa blessure qui a cassé un petit peu sa carrière à Guillaume. Il était en pleine progression et c'est vrai qu'il a eu une blessure au genou, donc à la cheville, parce qu'il a eu 2 blessures, une au genou et une à la cheville. Et c'est vrai que ça l'a stoppé net. Et Guillaume a énormément travaillé, que ce soit au niveau physique, au niveau musculation, puis au niveau de l'entraînement aussi, pour pouvoir retrouver ce niveau-là. Maintenant, il n'est pas encore, il n'est pas pressé. Hein. L'objectif prioritaire, faut pas l'oublier, c'est septembre. Oui. Donc, mais bon, c'est bon pour la confiance parce que il a vraiment bavé pendant les entraînements et s'il fait un bon tournoi de Bercy, c'est bon pour la suite. Gilles Berger qui se plaint d'un coup de coude, pardon Jean-Louis. Oui. Eriksson sur sa montée. On va le revoir. Ah oui, il y a gifle volontaire. C'est même le coude droit. Lorsqu'il est monté, il a vu le joueur français monter au contact. Il s'est protégé, peut-être inconsciemment d'ailleurs, en mettant le coude en avant. Donc c'est pas bien grave. Il s'était fait contrer tout à l'heure par Gilles Berger justement sur la même action. Là, il se voulait revanchard. L'arrière suédois. Linden. Bien bloqué par Golic. Oui, on voit toute la difficulté d'André Golic de défendre en puissance en fait. Hein. Parce que lors des 1 contre 1 face au monstre suédois, il a du mal. Par contre, au niveau de la perturbation de la circulation de balle suédoise, il est toujours bien placé, anticipant parfaitement les passes des Suédois. Linden qui a voulu jouer avec son pivot, avec Robert Arrhenius. Mais Dinard était présent. Didier Dinard. Une solidité défensive. Lui aussi a fait de très gros progrès ces 2 dernières années. Là. Regardez ça. Bien placé, toujours bien en appui, la main sur l'épaule du porteur de balle. Donc c'est grand défenseur, c'est bien. Oh là, ça va vite du côté français.
Là, c'est toute la classe d'Andrei Golic sur cette passe, avec cette passe magnifique sur Stéphane Plantin. C'est un joueur qui a une vision périphérique parfaite. Il voit toujours ce qui se passe devant lui. Et Jean-Louis leur a montré une grande variété de shoots. En finesse, en puissance. Il montre toute la palette de l'ailier. Les Suédois qui repartent encore. Linden, Eriksson qui était limite du marché. Linden et Diner qui va s'occuper. Renius, mais ce sera peut-être un penalty pour l'équipe de Suède qui est menée, je vous le rappelle, 21-9. Alors voilà, passe au pivot. Et là, il y a des gens, il y a des défenseurs français en zone. C'est au fond, c'est réussi par Magnus Linden. Et 21-10 et il reste un peu moins de 8 minutes de jeu dans ce 37e France-Suède. On ne sera pas loin de la victoire la plus nette de l'histoire du handball français sur la Suède. L'année dernière, c'était 28-23, 5 buts d'écart. Jackson Richardson en gros plan qui rentrera peut-être pour faire plaisir au public de Bercy les dernières minutes pour terminer dignement cette 300e sélection en équipe de France. Andrei Golic aux commandes de l'équipe de France. Un garçon qu'on connaît, qui n'est pas très spectaculaire, Andrei Golic, mais qui voit parfaitement le jeu. Andrei, c'est de culture yougoslave. Hein. Il a été formé par un papa qui connaît très très bien le handball. Et c'est vrai qu'il a une culture du handball, une vision de jeu extraordinaire. Il s'est joué aussi de partout, ailier, arrière gauche, demi-centre, voire arrière droit. C'est un peu, je veux dire, un style différent bien sûr à Bertrand Gilles, mais c'est aussi un garçon très polyvalent. Et Goro Golic qui a notamment entraîné les Girondins de Bordeaux. Et qui entraînera le PSG l'année prochaine. Et a priori, d'après les petites statistiques, la plus grosse victoire d'une équipe de France face à l'équipe de Suède, c'était à l'occasion du tournoi El Ahram au Caire, avec une victoire en juillet 1998, 20-14, c'était plus 6. Là, l'écart est tout autre, il est de plus 12. Donc record à battre. Qui tout à l'heure avait trouvé le poteau. Cette fois-ci, il a été plus efficace. Il reste 5 minutes 10 dans cette rencontre entre la France et la Suède. 22-11 pour l'équipe de France qui est à l'attaque avec Andrej Golic pour Wittberger. Guillaume Gilles, ça va au fond. Parfaitement lancé. Il se met tout de suite en appui, fan de tir bas, monté en suspension. Voilà, fan de tir bas, monté en suspension, légèrement désaxé, uniquement avec son bras. Il met son bras à la verticale avant de rabattre son ballon au sol. Grande classe. Ah, il s'arrache vraiment pour ajuster le gardien adverse. On va redonner encore cet avantage de 12 buts pour l'équipe de France. C'est de l'attaque placée avec Linden. Évidemment, le cœur n'y est pas. Eriksson, le ballon est au-dessus. Manque de beaucoup de choses aujourd'hui pour l'équipe de Suède. Manque de précision et puis terriblement embêté, agressé par la défense française. Les 4 dernières minutes de ce 14e tournoi de Paris-Bercy, remporté d'ores et déjà par l'équipe d'Égypte. Et l'équipe de France offre une très très belle performance aujourd'hui face à la Suède, qui, c'est vrai, déplore quelques absences, mais c'est le cas également côté français, même si ce sont de vrais cadres qui manquent à cette équipe de Suède. Mais les Suédois sont comme champions du monde en titre, champions d'Europe en titre.
en quête d'un titre olympique à Sydney. Ce sera donc une bonne référence et un bon cadeau pour partir en vacances pour les Français. Laurent Ségur lui a fait le coup de poing, mais ça n'a pas fonctionné. Il s'est heurté à Genzel. Et lui, il touche du bois une nouvelle fois. Encore une maladresse d'un joueur suédois. Il a voulu allumer. En l'occurrence, Mathias Franzen. Là, tout seul à s'y mettre dans cette situation. On ne doit pas manquer le but. Il y a aussi Bruno Martini. On voit la balle récupérée par Genzel. Après ce tir volleyé de Laurent Ségur, contre-attaque immédiate. Je ne sais pas ce qu'en pense Philippe là quand même, mais ça fait beaucoup de maladresse de la part des tireurs suédois depuis 5 minutes. Oui, il y a beaucoup de maladresse, mais comme tu l'as très bien dit, il y a poteau, d'accord, on ne s'est pas considéré comme un arrêt, mais il faut voir aussi que Bruno est très bien placé, donc il force le tireur à prendre quelques risques. Et puis voilà, il n'ajuste pas très bien son tir. Et puis à mon avis, ils sont aussi peut-être un peu fatigués. Et puis il commence peut-être aussi à se poser des questions au moment du tir, ce qui met le gardien en position favorable pour le duel. Golic qui a bloqué son pied, heureusement il ne s'est pas fait d'entorse. C'est Marc Villeberger qui est passé au poste de arrière droit en attaque. Plantin, Villeberger, Guillaume Gilles en puissance, qui prend ses responsabilités. Attention au refus de jeu parce que les arbitres avaient levé le bras. Avait le bras cassé, ce qui veut dire que si l'équipe de France ne tire pas dans les 3 secondes qui suivent, eh bien, il y aura un refus de jeu. Là, Guillaume Gilles a allumé Andrej Golic, le joueur adversaire en championnat à la régulière avec Montpellier et avec Chambéry. Là, ils sont partenaires, mais ça a été quand même dans le dos de Golic. Allez, celui-là qui repartent en cette fin de rencontre sans Magnus Andersson. Qui aime bien jouer avec son pivot, avec Robert Arrhenius. Pour ne pas que le match dégénère, les arbitres préfèrent sortir le Suédois, et Robert Arrhenius, et le Français, Marc Villeberger. Didier Dinard. C'est Didier Dinard. On l'a vu, ça l'a vu. Oui, certainement. Pour quelqu'un de 1912, c'est encore bien de toute façon aujourd'hui. J'avoue qu'il sera présent avec l'équipe de France de foot mercredi prochain aux Pays-Bas. À Amsterdam, nous y serons également avec Philippe Janol, match que vous pourrez suivre en très léger différé. Et pendant ce temps-là, Plantin trouve le ballon. A-t-il totalement franchi la ligne? L'arbitre fait signe que oui. Oui, complètement. Mais alors, là aussi, il s'est régalé. Plantin, parce que là il y a l'interception ratée par Genzel et là il va mettre de l'effet dans la balle. Il met de l'effet dans la balle tranquillement touche le poteau. Genzel pensait que la balle allait rentrer bien plus tôt dans son but et s'aperçoit qu'il avait encore une chance de la sortir. Il est intervenu trop tard. Et un but très spectaculaire. Oui, Jean-Louis, oui. Jean-Christophe, je viens d'avoir une petite info, à savoir que Guillaume Gilles sera élu meilleur joueur du tournoi. Oui, il le mérite. Il le mérite. Et à votre avis, au niveau des gardiens? Voilà, c'est un petit peu plus compliqué parce que tous les gardiens ont quand même pas mal tourné, donc pourquoi pas tirer au meilleur sur la mi-temps qu'il a faite sur le match d'hier. Oui, peut-être, oui. Le problème, c'est que ce ne sera pas sur... J'ai peur pour lui qu'il ne soit pas élu sur la totalité du tournoi, malheureusement, alors qu'il a fait effectivement une extraordinaire sortie. Nous sommes très hospitaliers, je ne pense pas qu'on va élire le meilleur joueur en français et le meilleur gardien en français. Encore que, pourquoi pas. Alors qu'on a revu au ralenti regardez. Le but d'Henrik Andersson. Et le ballon... Non, la balle a franchi complètement la ligne. Là, il y a but, c'est aucun problème. J'ai l'impression que la ligne droite était comme un tourlis, pas tout à fait droite. Les dernières secondes et le dernier but pour Jackson Richardson, l'homme aux 300 en sélection. Bien évidemment, on va aller vers cet homme, vers Jackson Richardson, qui sera le capitaine, le fer de lance de cette équipe à l'occasion des Jeux Olympiques de Sydney. Daniel Costantini retrouvera Bengt Johansson à l'occasion des Jeux Olympiques de Sydney. En tous les cas, victoire brillante, 25-12 plus 13. C'est un authentique exploit réussi par l'équipe de France de Daniel Costantini, Philippe. Oui, Daniel, prendre que 12 buts face aux Suédois, prendre que 3 buts en première mi-temps, je crois que ça ne s'est jamais vu. Je crois que c'est aussi le record des France-Suède au niveau des tirs de but. Oui, c'est ce qu'on peut dire, vous avez raison. Bon, c'est vrai que les Suédois nous ont pris un petit peu pour des rigolos en mettant leur équipe, on va dire, la plus faible au début. Je pense qu'ils ont voulu resserrer les boulons après, mais c'était trop tard.
Et puis on était un peu déçus par ce qui s'est passé hier, donc je pense que les joueurs de l'équipe de France ont eu du respect pour leur public, du respect pour eux-mêmes. Et comme les Suédois n'ont pas eu trop de respect pour nous, eh ben, ça a donné ce spectacle. Et vous et moi, on l'apprécie, même si ce n'est pas à prendre au premier degré, même au deuxième degré, ça fait plaisir. Si on peut tirer un premier bilan de ce tournoi, quelles sont les principales satisfactions de l'équipe de France? Bon, moi je pense que collectivement, on était un peu fatigués pour compter vraiment sur une grande harmonie, une grande cohésion. Même s'il y a eu de bons passages défensifs, ils n'ont pas été quand même systématiques. Par contre, je suis content, on va citer quand même quelques noms. Bon, je suis content des frères Gilles, surtout Guillaume qui a été régulier pour les trois matchs. J'espère qu'il va être meilleur joueur du tournoi, il le mérite. Pour ce jeune qui est toujours un petit peu en recherche de confiance, c'est très bien, quoi. À titre d'info, il va être élu meilleur joueur du tournoi. Écoutez, je suis content que vous me le confirmiez. Merci. Allez Philippe Gardant, ne chômez pas, vous avez encore un petit peu de travail, mais je pense que ce sera une partie de travail plus qu'amicale avec Jackson Richardson, l'homme aux 300 sélections qu'on fête dignement. Ouais, Jackson, c'était pas prévu que je t'interviewe, donc j'ai pas trop de questions. Mais j'ai demandé un premier bilan à Daniel en ce qui concerne ce tournoi. Quel est ton bilan personnel? Personnel, moi je dirais qu'on voulait surtout se faire plaisir au public qui sont là depuis 3 jours. On voulait surtout essayer de regrouper un groupe dans la préparation. Et il faut se dire qu'on a encore pas mal de choses à voir. Et d'ailleurs, pour le match de ce soir, je suis un peu déçu par rapport aux Suédois, l'effet de nous prendre un peu pour des jambons. Et ça tombe super bien qu'on nous a foutu une tôle, quoi. Justement, ils prennent depuis longtemps les Français pour des jambons. Est-ce que tu crois qu'il faudrait continuer à les inviter alors que c'est quand même un tournoi prestigieux, il y a plein de monde? Et sincèrement, c'est pas se foutre la gueule du monde un petit peu? Là, ce soir, je pense que c'est un peu décevant de leur part, quoi, mais ça dépend pas de moi. Je pense que c'est... T'es un peu le maire quand même dans cette fédération. Ouais, j'ai la clé de la Fédé. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit pour Chambéry, tu fais appel à moi. Merci Jackson. Voilà Christophe. Super Jackson Richardson, super Philippe Gardant. Il a les clés de la fédération. Le message est passé en tous les cas, même les joueurs n'ont pas apprécié effectivement. Certes, ils ont goûté la victoire 25-12 face à la Suède, championne du monde, championne d'Europe en titre. Mais bon, ils auraient préféré une autre opposition tout de même pour un tournoi aussi relevé. Oui, c'est vrai que c'est un peu décevant de la part des Suédois, mais ils nous prennent pour des jambons depuis le titre de champion du monde des Français en 95. Maintenant, les Français remettent les choses à leur place. C'est bien que la France ait gagné cet après-midi avec cet écart face aux Suédois. La prochaine fois, ils viendront avec un peu plus de sérieux. C'est une bonne leçon pour ces Nordiques. Eh bien, vous, Jean-Louis, vous rendez les jambons. Je remercie également Philippe Gardant qui nous a accompagnés tout au long du week-end. Le handball est terminé. Rendez-vous à partir du 17 juillet pour le stage de l'équipe de France à Vittel. Nous serons à Strasbourg pour l'Euro-tournoi à la fin du mois d'août. Là, ce sera très relevé. A priori, tout le monde sera au complet avec notamment l'équipe de Russie. Et puis ensuite, ce sera bien évidemment le grand rendez-vous olympique à Sydney, la deuxième quinzaine de septembre. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. Les moyens techniques du Palais Omnisport de Paris-Bercy étaient tenus par un certain Godard. L'autre, à bientôt Fred. Au revoir. Salut. Allez. Bien joué Philippe. Bien joué.